Des slogans antiféministes, anti-LGBT, des accusations conspirationnistes, une ministre escortée par la police militaire pour entrer au Parlement, des écoles brûlées. Voilà ce que l'opposition à l'EVRAS, éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle, aura généré comme conséquence fin 2023, alors que la ministre de l'Enseignement, Caroline Désir, portait un décret amorçant l'EVRAS pour tous les élèves. 2 fois 2 heures dans toute leur scolarité auront soulevé des contestations d'une violence inouïe, enflammée par une panique morale et une campagne de désinformation massive. Le triptyque éducation sexuelle, enfance et école aurait dû symboliser une politique de prévention, mais conservateurs et réactionnaires, nous le verrons, en ont fait un cocktail explosif. Mais au final, cette protestation, cette réaction conservatrice se limite-t-elle à l'éducation sexuelle ? Qui sont ses opposants ? Pourquoi les thématiques liées aux notions de genre soulèvent-elles tant de réactions ? Et s'inscrivent-elles dans une tendance plus large de nos sociétés, traduite par le concept de campagne anti-genre ? Ce sont ces questions que nous vous proposons d'explorer durant une petite heure. Campagne anti-genre, un radicalisme hybride. Vous écoutez la Radio des Solidarités. Merci d'être avec nous. Et pour parler de tout ça, je suis très heureux d'accueillir nos 3 invités royaux. David Paternotte, bonjour. Vous êtes professeur de sociologie et d'études de genre à l'Université libre de Bruxelles, co-directeur de STRIGE, structure de recherche interdisciplinaire sur le genre, l'égalité et la sexualité. Les campagnes anti-genre en Belgique sont votre domaine de recherche depuis maintenant plusieurs années. Merci d'être avec nous. Caroline Désir, vous êtes députée fédérale du Parti socialiste, active notamment sur les matières de santé. Vous étiez ministre de l'Enseignement à l'époque de la contestation, puisque c'est vous qui avez mis en place la généralisation de l'EVRAS comme politique de santé publique dans l'enseignement. Merci d'être avec nous. Et enfin, Coraline Pissens, bonjour. Vous êtes chargée de mission EVRAS à la Fédération laïque des centres de planning familial et vous coordonnez notamment les stratégies concertées EVRAS, qui sont la table de concertation du secteur qui a notamment produit le guide dont on parlera. C'est l'aspect de terrain que vous allez amener afin de comprendre au mieux cette problématique. La Fédération laïque des centres de planning a notamment sorti une étude sur les campagnes de genre au départ d'une enquête des centres de planning. Merci à vous. Et ma première question, elle est pour vous, Caroline Désir. Bonjour. Donc, on rebobine quelques mois. Nous sommes au sortir de la crise sanitaire en 2022. En tant que ministre de l'Enseignement, vous pouvez enfin vous consacrer à d'autres dossiers que le maintien des classes ouvertes, qui constituait à ce moment et légitimement la priorité des priorités. Vous prenez alors, entre autres, à bras-le-corps le dossier de la généralisation de l'EVRAS pour lui offrir un cadre transparent avec vos collègues wallonnes et bruxelloises, Christy Montréal et Barbara Tract. Et là, alors que ça faisait 50 ans que les animations EVRAS se donnaient dans les classes, une pédopsychiatre se voit offrir 3 minutes de tribune dans un journal télévisé. Elle démonte le guide EVRAS et la machine va s'emballer. Ça va durer plus d'1 an et on s'aperçoit rapidement que c'est surtout une infime partie du contenu lié à la question du genre qui va mettre le feu aux poudres. Alors, comment faites-vous face à cette réaction dans un premier temps et puis est-ce que cela vous surprend ? Alors peut-être je vais commencer juste par un petit mot de contexte parce que c'est vrai qu'on était au sortir de la crise du Covid, mais on avait inscrit dans les 3 accords de gouvernement cette généralisation de l'EVRAS. On avait 3 ministres femmes qui avaient décidé d'en faire l'un de leurs chevaux de bataille. Et donc c'est vrai qu'on a voulu s'appuyer sur le travail des stratégies concertées pour enfin généraliser l'EVRAS, parce qu'il faut savoir, c'est pas souvent dit, mais qu'en fait depuis 2012 déjà, l'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle était obligatoire dans les écoles. Mais ce qu'on voyait, c'est que c'était appliqué à géométrie très variable en fonction du type d'école. Et donc, on voyait que c'était pas du tout une réalité partout. Et donc, ce qu'on a voulu faire au travers de ces 3 accords de gouvernement, c'est se mettre ensemble d'abord pour accorder un budget suffisant pour obliger toutes les écoles à avoir ce volume minimum d'EVRAS en 6e primaire et en 4e secondaire, c'est-à-dire équiper les formateurs des animations EVRAS du budget suffisant pour pouvoir intervenir dans l'ensemble des écoles. On en profitait aussi pour évidemment élargir les thèmes abordés, parce qu'il y a 50 ans, on faisait de l'éducation sexuelle dans les écoles. Moi, j'ai connu en tout cas l'éducation sexuelle qui était très très fort limitée à la prévention du sida et des choses comme ça. Aujourd'hui, on aborde beaucoup d'autres thèmes qui sont très très importants. Je pense par exemple à l'égalité des genres, à la lutte contre les stéréotypes de genre, au consentement. C'est toutes des notions qui font qu'aujourd'hui, l'EVRAS est absolument
absolument crucial dans les écoles. Et autre point important, c'est qu'enfin aussi, on allait rendre la formation des intervenants EVRAS obligatoire et on allait demander à tous ces intervenants qui entrent dans les écoles d'être labellisés. C'est son importance aussi parce que dans le passé, on a eu malheureusement des dérives avec des intervenants qui venaient raconter n'importe quoi dans les écoles et qui parfois faisaient des dégâts énormes. Je ferme la parenthèse pour dire qu'effectivement, donc en 2022, on arrive enfin à ce travail qui a maturé quand même dans l'ombre pendant 3 ans. Et même avant d'ailleurs. Et puis effectivement arrive une première contestation qui a lieu lors d'un débat télévisé un dimanche, si je me souviens bien. Et c'est une pédopsychiatre qui dit, voilà, j'ai eu accès à ce projet de guide EVRAS et il y a des choses qui me choquent là-dedans. Et elle pointe à ce moment-là 3 fiches sur les 300 pages que contenait ce projet de guide EVRAS. Si je me souviens bien, c'était sur l'identité de genre et sur les sextos. Et donc, on est un peu interpellé par ça. On se concerte avec les acteurs qui ont rédigé ce guide parce que vraiment ma volonté était d'avoir le consensus le plus large possible. Il faut savoir que l'éducation sexuelle fait partie de l'histoire de l'enseignement en Belgique. Ça n'a jamais soulevé de réaction. Enfin, oui, ça a parfois créé du débat évidemment, mais on n'a jamais eu de réaction particulièrement hostile à notre projet. Donc moi, je veux le consensus le plus large possible. Je dis, s'il y a un problème avec ces 3 pages, revoyons-les. OIS se charge de faire ça. On enlève la page sur les sextos, on retravaille les 2 autres, et donc on se dit, voilà, le truc va passer sans aucun problème, c'était déjà passé en gouvernement, ça devait être voté dans les 3 parlements. Et à ce moment-là, en fait, c'est l'été, et puis arrive le mois de septembre, où là, c'est vraiment... Effectivement, en fait, que vous décidez du coup de maintenir le cap en reformulant certains passages, mais surtout d'expliquer aussi ce qu'est réellement l'EVRAS aux parents qui ont des questions légitimes, etc. Et comme vous le dites, il va y avoir une seconde vague de contestation qui va être beaucoup plus violente et qui va se mettre en place avec la fameuse manifestation anti-EVRAS. Et on va là observer quand même des réunions de groupes radicalement opposés entre eux aussi, qui se rejoignent sur ce thème. Alors, est-ce que cette multiplicité des acteurs, ça peut être des radicaux religieux, l'extrême droite aussi, des membres de la complosphère, etc., qui ont eu une affinité symbolique, comme on en parle parfois, on va en parler avec David Paternotte, mais est-ce que ça vous a étonné, cette multiplicité des acteurs? Vraiment, oui. Moi, contrairement à David Paternotte, je ne suis pas du tout une spécialiste des campagnes anti-genre. Je ne savais même pas vraiment que ça existait au niveau européen. Donc, on a été plutôt très surpris par la mobilisation. Et au départ, on l'a complètement sous-estimé, d'ailleurs, parce qu'entre cette intervention de cette pédopsychiatre à la télé et ce qui arrive au mois de septembre, on voit bien qu'il y a des choses qui se passent sur les réseaux sociaux, qu'il y a des appels à manifester, etc. Et qu'il y a effectivement à la fois des personnages d'extrême droite, mais aussi des complotistes anti-vax issus de la période Covid, etc., qui se rassemblent. Mais voilà, ça ne nous inquiète pas plus que ça à ce stade-là. Les appels à mobilisation, on voit quelques centaines de personnes qui vont se rassembler, mais c'est pas... Et arrive le jour du vote au Parlement, et là, en fait, la manifestation est immense devant le Parlement et presque dans la zone neutre, là où on ne peut pas manifester. Et donc, effectivement, vous le rappeliez tout à l'heure, je dois entrer au Parlement sous escorte de la police militaire. Et je vais dire que... Ce qui est du jamais vu. Et bon, c'était très violent. Les parlementaires qui entraient se faisaient insulter, etc. Donc, c'était très, très violent. Et ça contrastait, je vais dire, très très fort aussi avec ce qui se passait à l'intérieur du Parlement, où il y avait une unanimité politique en soutien. Bon, il y a eu finalement 3 abstentions désengagées, mais pour le reste, il n'y a pas eu de gros débats là-dessus sur le plan politique. Et donc, il y avait un décalage total entre ce à quoi on assistait dans la rue et ce qu'il y avait dans l'hémicycle. Donc, oui, on a complètement sous-estimé l'ampleur de l'événement. Et alors, quelques semaines après, c'était le jour de la journée sans voiture, un dimanche, il y a eu un autre rassemblement où là on a vu Alain Escada, figure de Civitas France, etc., rassemblé avec des mouvements intégristes religieux, les complotistes, etc. Et donc un mélange des genres qui moi m'était tout à fait inconnu jusque-là. Oui. Voilà, et ça me permet de rebondir parce que David Paternotte, on rappelle, vous étudiez de près ces mouvements anti-genre. Alors première question, qu'entend-on par campagne ou mouvement anti-genre, et est-ce qu'il y a une définition finalement un peu acceptée dans le domaine académique? Je ne sais pas s'il y a une définition acceptée dans la mesure où c'est un champ de recherche qui est en train de grandir, de se développer, mais ça fait une dizaine d'années qu'on utilise l'adjectif anti-genre avec campagne, mouvement ou autre chose, surtout pour désigner un changement dans les oppositions. C'est-à-dire on parlait de l'EVRAS,
Il y a une histoire d'opposition de certains groupes à l'Evras depuis longtemps, c'était rappelé avec certaines animations farfelues dans certaines écoles, etc. Ça, c'est pas neuf. Si on prend l'avortement, c'est encore plus clair. En Belgique, il y a une longue histoire. Et en même temps, on a un changement de nature, un changement qualitatif aujourd'hui et une accélération. C'est-à-dire on voit un renouvellement des oppositions conservatrices sur un certain nombre d'enjeux assez larges, variables selon les pays, qui sont rassemblés sous cette idée d'idéologie ou de théorie du genre, c'est-à-dire que le genre serait la grande théorie. Aujourd'hui, certains ajouteraient le wokisme, qui viendrait expliquer toutes ces réformes qui ont lieu et qui changeraient les sociétés. Et au niveau du changement, ce que je pense est important, c'est d'insister sur 3 éléments. Premièrement, on voit un renouvellement générationnel, c'est-à-dire on avait cette idée de pensée, aussi alimentée par certains travaux en démographie, que plus les personnes étaient jeunes, plus elles étaient tolérantes. On se rend compte que c'est pas vrai. On voit la même chose sur l'extrême droite. On a un regain d'intérêt parmi les jeunes pour ce genre de discours, en tout cas certains jeunes. Deuxième élément, c'est une professionnalisation. On n'est plus face à des mouvements artisanaux qui sont faits pour rentrer dans la caricature, dans une arrière-salle paroissiale après la messe. C'est plus du tout ça. On a des groupes qui fonctionnent de manière aussi professionnelle que n'importe quelle ONG. Et le troisième élément, c'est la transnationalisation. C'est-à-dire il y a des échanges au minimum de stratégies, de discours entre différents pays, des groupes qui se regardent, mais aussi des groupes qui sont structurés entre eux, qui se coordonnent de certaines façons. Et par exemple, les manifestations qu'on a eues en Belgique, on a eu exactement la même chose au Canada au même moment. Et justement, la manifestation qui a lieu à Bruxelles, donc le 17 septembre 2023, si on se souvient bien, en réaction à la généralisation de l'Evras, dont parlait Caroline Désir, selon vous, est-ce qu'elle procède de ce type de réaction plus large et s'intègre-t-elle dans quelque chose, finalement, qui dépasse la question stricte de l'éducation sexuelle à l'école ? Oui, je pense qu'il s'est passé, c'était un avertissement. D'une certaine façon, la Belgique était en retard sur ce dossier-là par rapport aux autres pays. Et il y avait une idée de, qu'on était protégé. On ne voyait pas ça. On croyait qu'on était en avance, mais en fait, on est en retard. Exactement. On le voyait à l'époque de la Manif pour tous. L'exemple type de campagne anti-genre, c'est la Manif pour tous. En Belgique, on pensait qu'on était protégé par rapport à ce qu'on voyait à l'époque en France. Et en fait, oui et non. C'est-à-dire le phénomène est beaucoup plus limité en Belgique qu'il ne l'est ailleurs, mais c'est pas pour ça qu'il n'est pas présent. Et ce qu'on a vu, c'était rappelé en introduction, on avait dans l'opposition à l'Evras une convergence curieuse de 3 types de groupes. Certains acteurs musulmans, et je dis certains parce qu'en fait c'est pas tous, c'est plutôt les acteurs turcs, c'est plutôt une youtubeuse qui n'est pas non plus représentative de sa communauté. Ce sont des milieux anti-vaccins qui ont rencontré certains acteurs musulmans, certains acteurs catholiques pendant la période Covid. Et c'est surtout, et ça on a souvent oublié de le rappeler, des acteurs qui sortent de certains milieux conservateurs catholiques et qui sont liés en grande partie à l'Observatoire en Belgique de la Petite Sirène, organisation franco-belge, et l'antenne belge. Et si j'explique tout ça, c'est parce que ces mêmes acteurs se sont mobilisés sur d'autres enjeux et continuent à se mobiliser sur d'autres enjeux. La question principale qui va se poser, c'est la question de la transidentité chez les mineurs. Et l'autre question, c'est que quand on gratte les biographies des membres belges de l'Observatoire de la Petite Sirène, j'étais étonné de retrouver des gens que je connaissais d'il y a 20 ans de ma thèse de doctorat, parce qu'un certain nombre de pédopsychiatres ou de juristes qui sont impliqués dans ce collectif, c'est les mêmes qui, au début des années 2000, annonçaient la fin du monde avec l'homoparentalité. Et donc, on voit là le lien avec d'autres causes. Et quand on cherche, on a souvent des individus qui apparaissent dans différents groupes ou des groupes qui se recroisent. Et je pense qu'il y a 2 grands enjeux en Belgique, ou 3 qui vont se poser dans les années à venir, en plus de l'enjeu de l'avortement qui n'a jamais quitté le devant de la scène. C'est l'enjeu des mineurs. Et on verra, au fédéral, il y a une enquête qui est annoncée, donc on va voir ce qui va se passer à ce niveau-là. C'est l'enjeu de l'euthanasie, et ça c'est important parce que souvent on ne met pas le droit à l'euthanasie dans ces droits-là. La Belgique, à ce niveau-là, est pionnier, et on voit, c'est vraiment l'enjeu où on voit les groupes internationaux se mobiliser sur ces questions. Et enfin, c'est ce qui va concerner toutes les protections contre les discriminations, les discours de haine, les discours racistes, etc., où on voit de plus en plus les arguments de « on ne peut plus rien dire, il n'y a plus de liberté d'expression », doublés dans certains cas d'une défense de la liberté religieuse, comme la liberté de pouvoir tenir des propos discriminatoires. Et on reviendra évidemment sur la question de l'IVG avec Caroline Désir juste après. Je rappelle aussi que l'Observatoire de la Petite Sirène se recycle aussi en Ligue wallonne de la santé mentale. Donc c'est une structure aussi qui recycle un petit peu les personnes de l'Observatoire de la Petite Sirène. Alors David Paternotte, une question. Les études liées aux campagnes anti-genre semblent quand même d'accord sur un point, qu'il ne faut pas catégoriser ces contestations comme le fait unique de l'extrême droite. Par contre,
les caractéristiques de l'extrême droite, notamment la défense de la famille traditionnelle, la seule capable de reproduire un peu ce schéma, cette population nationale, ou encore les mises en cause de notre système démocratique, comme ici, quand une ministre a été escortée par la police militaire, trouve dans les campagnes anti-genre un levier parfait finalement pour déployer ces thèses. On le voit avec Orban, on le voit avec le Rassemblement national, avec Trump aux États-Unis. L'extrême droite, est-ce qu'elle se nourrit de cette théorie du genre pour asseoir des discours de rejet de l'autre ? Oui, historiquement, les gens qui ont inventé ces campagnes, c'est le Vatican. Mais aujourd'hui, les acteurs les plus mobilisés, ce sont les acteurs d'extrême droite. Ceci dit, ce ne sont pas les seuls. Et ce qui, je pense, est important, c'est de voir ces campagnes comme une boîte à outils, comme un arsenal de choses qu'on peut mobiliser et qui donc vont bien au-delà de certains acteurs d'extrême droite. Et on le voit dans le cas belge particulièrement, tant en Flandre qu'en Belgique francophone. Et donc c'est la diffusion d'idées, de discours de l'extrême droite bien au-delà, et notamment dans la droite, voire dans certains pays à gauche. Donc il y a ce groupe d'extrême droite, mais ce serait une erreur de dire que ça se limite à l'extrême droite. Merci Coraline Pissens. Vous avez, été en première ligne avec les centres de planning pour expliquer justement aux parents ce que les VRAS étaient, pour répondre aussi aux questions et surtout déminer les fausses informations. Vous aussi, vous portez le constat de ces contestations un peu protéiformes dans ces réunions ? Oui, donc en effet, les centres de planning ont été très sollicités pour participer à des réunions des parents aux écoles. C'est déjà quelque chose qui se faisait avant toutes les polémiques, mais ça s'est vraiment très étendu depuis septembre 2023. Et dans ce genre de réunion, on retrouve souvent deux groupes, entre guillemets, de parents. D'un côté, on a des parents vraiment inquiets, légitimement, avec tout ce qu'ils ont entendu sur les réseaux sociaux et dans les médias, et qui viennent à ces réunions pour vraiment trouver des réponses à leurs questions. À côté de ça, on a des parents qui sont déjà convaincus par les arguments des anti-Evras et qui viennent à ces réunions pour un peu les saboter, monopoliser la parole et propager les arguments des anti-Evras. Dans le deuxième cas de figure, ça peut être très violent pour les équipes des centres de planning qui se retrouvent vraiment en première ligne face à ça. Et en plus, ça empêche les autres parents de trouver des réponses à leurs questions. Et justement, si on prend donc ce premier pôle, on va l'appeler comme ça, de parents qui sont extrêmement nombreux, qui avaient des questions qui étaient tout à fait légitimes parce que voilà, c'est l'éducation de leurs enfants, ils s'intéressent, ils n'ont pas les clés, ils veulent effectivement des réponses. Quelles sont les craintes et les questions principales de ces parents ? Est-ce que c'est focalisé quand même sur la question du genre ou bien est-ce que c'est plus large que ça ? Je dirais que c'est plus large que ça. Et d'abord, je dirais que leurs craintes sont en fait le reflet des fake news qui ont été diffusées par les anti-Evras. On le disait au début de l'émission, les animations Evras, ça fait des décennies qu'elles ont lieu dans les écoles et on n'a jamais connu de telles polémiques ni de telles craintes chez les parents. Après ça, je dirais que la crainte principale, c'est qu'on va aller mettre des idées dans la tête des enfants, qu'on va venir avec des questionnements trop tôt, des questionnements que les enfants n'ont pas encore. À ça, on rappelle toujours que les animations se font sur base des questionnements des élèves qui sont dans la classe. C'est pas un cours où le prof viendrait avec du contenu prédéfini. Ce sont vraiment des espaces d'échange où les élèves peuvent partager leurs questionnements. Après, on comprend tout à fait que les parents soient inquiets face à ces questionnements, mais il ne s'agit absolument pas d'incitation. Bien au contraire, les études montrent que l'entrée dans la sexualité a tendance à se faire plus tard quand les élèves ont pu bénéficier des VRAS. À côté de ça, une autre crainte, c'est le questionnement de est-ce que c'est vraiment le rôle de l'école, avec la crainte que les parents soient mis de côté de cette éducation de leurs enfants. Pour nous, les parents sont vraiment un acteur à part entière de l'EVRAS, un vrai partenaire. D'ailleurs, les fédérations d'associations de parents sont membres des stratégies concertées EVRAS, qui est donc le projet dans le cadre duquel le guide a été créé. Et donc, les parents ont vraiment besoin d'être informés correctement par rapport à l'EVRAS. Toutes les polémiques qu'on a connues l'ont bien montré. À côté de ça, même si les parents sont un vrai acteur de l'EVRAS, ça regroupe tout un tas de sujets de prévention, de promotion de la santé relationnelle, affective et sexuelle, pour lesquels les parents n'ont pas spécialement les connaissances, les compétences pour en parler avec leurs enfants. Et il y a des sujets plus délicats que d'autres. Et donc c'est d'autant plus important que ce soit traité par des professionnels formés qui peuvent apporter une information fiable et adaptée à l'âge.
Oui, et donc maintenant, justement, grâce à ce nouveau cadre transparent, on sait finalement qui rentre dans les classes, alors qu'avant, on ne le savait pas. Donc il y a là, c'est pour les parents, c'est presque plus sécurisant de savoir maintenant qu'en fait, c'est les centres de planning et de telle commune qui va venir donner l'animation Evras, alors qu'avant, c'était sur le choix du directeur de telle entité qui avait son ami qui faisait un peu d'éducation et qui pouvait faire venir qui voulait dans les écoles et dans la classe. Mais vous avez, avec justement la Fédé laïque et les stratégies concertées, fait vraiment cet énorme travail d'explication et de pédagogie. Vous avez parcouru vraiment toute la Fédération Wallonie-Bruxelles pour expliquer ce qu'était le guide, comment il avait été réalisé, aussi avec toute la concertation du secteur. Est-ce que quand même, depuis, vous avez ressenti une accalmie depuis cette fameuse manifestation, cette séquence de contestation ? Alors, il y a différents points là-dessus. Donc, d'abord, la Fédération laïque de centre de planning avait déjà sorti en 2022 une campagne Evras à destination des parents, donc avec sur les réseaux sociaux un spot télé et tout un pan du site evras.be, vraiment à destination des parents. On a ressorti donc toute cette campagne en 2024 après toutes les polémiques. À côté de ça, on fait aussi des ateliers donc avec les professionnels pour présenter le guide Evras, qu'est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il n'est pas, comment il a été construit, qu'est-ce qui s'y trouve, etc. Les retours de ces ateliers sont toujours très positifs. Parce qu'on a des professionnels qui nous disent clairement qu'ils étaient un peu sceptiques par rapport au guide avec tout ce qu'ils avaient entendu et que ces ateliers les rassurent sur en fait, tout le travail sérieux et de qualité qui a été réalisé pour créer ce guide. À côté de ça, sur le terrain, il y a des écoles, des classes où ça se passe très bien, où les animations peuvent avoir lieu sans vraiment de problème. Il y en a d'autres où c'est plus compliqué, soit du fait des parents qui peuvent mettre une pression sur l'école ou retirer leur enfant de l'école le jour d'animation. De la part des équipes éducatives aussi qui peuvent être réticentes, qui peuvent demander à ce que certaines thématiques ne soient pas abordées ou exiger à ce qu'un membre de l'équipe assiste à l'animation. Et ça peut aussi être du fait des élèves, eux et elles-mêmes. Par exemple, quand ils peuvent se retrouver dans des conflits de loyauté par rapport à leurs parents, quand ils savent que leurs parents sont opposés à l'Evras. Et je termine juste de manière plus générale. Oui, on sent une accalmie, on est beaucoup moins dans une gestion de crise comme on l'a été fin 2023, mais on sait que les groupes anti-Evras sont toujours actifs, ils font toujours des colloques, des récoltes de fonds, etc. Il y a des recours qui ont été déposés au Conseil d'État. Ils ont annoncé qu'ils étaient prêts à aller à la Cour européenne. Donc on n'est plus dans une polémique à grande échelle comme on l'a connue. Ils ont beaucoup moins de vitrines dans les médias, à part un quotidien qui continue à publier régulièrement leur carte blanche. Mais donc on reste très attentif parce qu'on sait qu'ils sont toujours actifs. Il y a une accalmie, mais on sait que ça peut revenir à tout moment. On reste attentif à ça. Et à cet égard, on rappelle quand même que la Cour constitutionnelle et donc les 7 arrêts de la Cour constitutionnelle liés aux 7 recours ont quand même arrêté le fait que l'Evras était une politique d'enseignement neutre qui préservait l'intégrité des élèves et était justement une politique de prévention. C'est important aussi justement de le dire et donc qui a en fait battu en brèche l'ensemble des arguments de ses opposants à l'Evras. Caroline Désir, je reviens vers vous. Vous êtes maintenant active sur les questions de santé à la Chambre notamment. Vous faites face aux partis et politiques qui refusent d'allonger le délai IVG de 12 à 18 semaines, malgré un rapport d'experts extrêmement clair sur le sujet. Ces questions qui mêlent santé, droit et autonomie des femmes, en fait, Evras, IVG, etc., sont indubitablement liées selon vous ? Oui, très clairement. Ma naïveté par rapport à toutes ces questions a disparu depuis l'épisode Evras. Mais c'est vrai que quand je suis arrivée, que j'ai prêté serment à la Chambre en 2024, on a reçu très rapidement un petit kit de bienvenue avec un petit fœtus en plastique, etc. Donc une campagne anti-genre, de nouveau, très très bien organisée. Pas une campagne anti-genre, pardon, une campagne anti-IVG très bien organisée, avec de l'argent derrière, parce que c'est quand même... On n'en a pas parlé tout à l'heure, mais il y avait beaucoup d'argent dans la campagne anti-Evras aussi, avec des distributions de toutes boîtes, etc. Donc c'est là qu'on voit qu'on ne doit pas sous-estimer
ça a fait des dégâts en matière d'EVRAS, mais ils ont des moyens, quoi. Toutes ces structures sont organisées, se réunissent régulièrement, ont fait des dégâts, continuent à en faire et ont de l'argent qu'ils mobilisent pour alimenter leur campagne. Et donc on a reçu, tous les députés ont reçu ça, un petit kit de bienvenue anti-IVG. Bon, c'est un exemple parmi d'autres, mais oui, on sent directement que ça va être un enjeu de législature. Vous l'avez rappelé très bien, la législature passée a été consacrée à rassembler un panel d'experts de toutes les confessions, de toutes les universités du pays, des francophones, des néerlandophones, etc. Et eux ont fait un rapport avec des recommandations très très claires en matière d'IVG, qui est lui-même un consensus entre experts. Certains plaidaient pour un allongement des délais d'IVG à 22 semaines. Le consensus scientifique s'est établi à 18 semaines. Et donc aujourd'hui, c'est remis en question, à la fois dans l'accord de gouvernement et dans les premiers débats qu'on a eus sur les propositions de loi, notamment qu'on a déposées sur la question, parce que un parti, en particulier le CDNV, bloque toute avancée en la matière depuis maintenant 3 législatures. Malgré ce consensus scientifique et malgré ce travail très sérieux qui a été fait pour qu'on puisse allonger. L'enjeu derrière, c'est quoi ? C'est 400 femmes par an qui doivent encore aller se faire avorter aux Pays-Bas, par exemple, parce qu'elles ont dépassé, pour plein de raisons différentes, le délai légal de 12 semaines. Et donc, c'est de nouveau à la fois, évidemment, l'émancipation des femmes, le droit à disposer de leur corps, mais aussi leur santé. Parce qu'on le sait très bien, on le voit aux États-Unis, quand on a des législations IVG qui sont trop strictes, les femmes, elles continuent à avorter, mais simplement, elles prennent des risques en termes de santé qui mènent parfois à leur décès. Et David Paternotte, je vais tenter une hypothèse, mais avec votre casquette de sociologue, est-ce que ces mouvements, finalement, ne naissent-ils pas d'un rapport très tabou et très violent qu'on a à la sexualité, toutes ces campagnes anti-genre, ces radicalismes extrêmement hybrides qui, en fait, ne procèdent pas d'une peur de l'autre, ils se rassemblent avec une sorte d'affinité symbolique pour se replier sur leurs repères, selon vous, en tant que sociologue? Oui, alors c'est difficile de parler à un tel niveau de généralité. Par contre, ce qu'on a, je pense, dans le monde progressiste, parfois oublié ou tendance à ne pas vouloir voir, c'est qu'il y avait des acteurs qui ne partagent pas le même système de valeurs. Et donc, quand on parle de guerre culturelle, qui est un mot qui a une histoire compliquée, mais qui, je pense, est de plus en plus valable pour définir ce qu'on vit aujourd'hui, on voit que c'est avant tout une guerre entre des oppositions de gens qui ne partagent pas le même consensus de départ. Et ce qu'on a oublié, c'est ce qu'on n'a pas vu. Et on s'est réveillé par exemple avec la Manif pour tous, c'est que ces acteurs qu'on pensait disparus se sont mobilisés, ont continué à travailler pour défendre leurs valeurs. Alors c'était par exemple le Vatican, mais ce sont d'autres acteurs aussi, religieux ou pas religieux, et progressivement ont réussi à reconstruire quelque chose, à reconstruire des campagnes. On le voit aux États-Unis, avec une force réelle et avec une puissance réelle aujourd'hui, et donc on réussit à convaincre d'autres personnes. Et c'est là où on a d'une part des entrepreneurs de cause, des gens qui sont vraiment les gens convaincus que c'est une mauvaise chose, et puis de la désinformation, toutes sortes de campagnes pour convaincre des gens qui n'étaient qu'à moitié convaincus ou qui n'osaient pas dire qu'ils n'étaient pas d'accord, ou bien sont victimes de campagnes de désinformation. Les différents scénarios existent. Et qui donc là peuvent jouer sur des sentiments on parlait d'inquiétude avant, d'inquiétude qui est réelle de la part d'un certain nombre de parents, de perte de repères, et à ce niveau-là, ça peut intervenir aussi de gens qui ont besoin de s'accrocher à quelque chose qui semble clair. Et une des choses qui semble très claire, c'est la biologie, même si on sait que c'est un peu plus compliqué, et les biologistes le disent aussi. Voilà, c'est quelque chose qui paraît solide dans un monde où tout d'un coup, tout devient fluide, liquide, flexible, etc. Et est-ce que les discussions législatives sur la question de l'euthanasie sont plus sereines, ou vous sentez aussi, Caroline Désir, à la Chambre, parce qu'il y a des discussions sur l'évolution de la législation en matière d'euthanasie, ou bien est-ce que ça procède aussi un peu des mêmes ressorts En fait, les partis de l'Arizona ont tout un chapitre éthique dans l'accord de gouvernement, mais qu'ils ont décidé de transformer en une sorte de package dans lequel il va y avoir des marchandages politiques, je pense. Ils vont arriver sans doute à un compromis minimaliste. Sur IVG, on pense qu'ils vont allonger à 14 semaines, ce qui n'est pas la demande, ce qui n'est pas le consensus scientifique, etc. Sur euthanasie, est-ce qu'il y aura des avancées ou pas? Mais en tout cas, ça semble être très cadenassé, et très cadenassé au niveau du gouvernement. Ce qui est peut-être le plus choquant pour une parlementaire de l'opposition comme moi, c'est qu'il y a une vraie volonté de confisquer ce débat au Parlement. Je reviens une seconde sur IVG. Des partis comme Les Engagés ou le MR côté francophone
avaient pris l'engagement en campagne électorale de laisser la liberté de vote à leurs parlementaires sur cette question importante. Et aujourd'hui, on voit très bien que ce sont les partis de la majorité qui vont cadenasser complètement la discussion au niveau du gouvernement. Donc on ne parle plus de liberté de vote des parlementaires. Parce qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, si on devait mettre l'allongement de l'IVG en vote au Parlement avec une vraie liberté de conscience là-dessus, le projet ou la proposition passerait. Et donc il y a quelque chose de malsain, je pense, en termes démocratiques. À l'époque de la loi Lallemand-Mikkelsen, on a pu passer là au-dessus et on a pu laisser le Parlement travailler. C'est vraiment important, justement, sur des dossiers éthiques. Je termine vite en disant, il faut se rappeler aussi les propos qui ont été tenus par le précédent pape quand il est venu en Belgique sur l'avortement. Ils sont, à mon sens, très illustratifs parce que le pape, c'est aussi un chef d'État, puisque c'est le chef du Vatican. Il est venu ici traiter nos médecins qui pratiquent l'IVG dans les conditions légales de tueurs à gages, mais en rappelant aussi que pour lui, le rôle de la femme, c'était accueil fécond, soins et dévouement vital, ce qui renvoie quand même la femme à son rôle de procréatrice ou d'utérus, je ne sais pas comment il faut le dire. Ça véhicule aussi une conception de la société qui, par ailleurs, est reprise, on le disait tout à l'heure, par des générations plus jeunes, par des influenceurs masculinistes, par des mouvements tradwife. Donc il ne faut pas sous-estimer ça non plus, que ce mélange des genres, aujourd'hui, ça fait que le pape s'exprime comme ça quand il vient en Belgique, par exemple, aussi. David Paternotte. Oui, je voulais aussi ajouter, au-delà des questions éthiques, donc il y a un volet éthique, d'autre part, on voit que dans tous les gouvernements qu'on a pour l'instant en Belgique et en Belgique francophone, la question de l'égalité, le portefeuille de l'égalité est fortement réduit. Donc on avait vécu plusieurs législatures où, indépendamment des personnes et des partis qui occupaient ces fonctions, on avait des portefeuilles spécifiques, avec des gens qui pouvaient vraiment jouer le rôle d'aiguillon dans leur gouvernement pour mettre les enjeux d'égalité sur la table, pour financer la société civile, pour avoir des mécanismes qui fonctionnent. Aujourd'hui, indépendamment de la bonne volonté des gens qui occupent ces portefeuilles, on est dans des gouvernements où c'est réduit à la portion congrue, plus les attaques contre les organes qui sont chargés de défendre ces libertés, et on verra ce qui se passe dans les discussions budgétaires. Mais tout porte à croire que de toute façon, ces budgets vont être réduits puisqu'il faut investir aujourd'hui ailleurs. Et Coraline Pissen, je reviens juste à la question de l'EVRAS. On a ce premier jalon qui est vraiment très important, 2 fois 2 heures pour tous les élèves de la Fédération Wallonie-Bruxelles qui a été posé. On imagine quand même que l'idée, c'est maintenant de continuer le mouvement et d'aller plus loin et d'essayer de 5 à 77 ans d'avoir de l'éducation sexuelle tout au long de sa vie depuis tout petit. Oui, pour nous, une réelle généralisation de l'EVRAS, ce serait de l'EVRAS de 0 à la fin de la vie, dans tous les milieux de vie, pas qu'à l'école, et aussi de manière régulière, parce qu'évidemment, c'est super que chaque élève ait droit à au moins 2 animations sur son parcours scolaire. Mais pour avoir une EVRAS de qualité, c'est important de pouvoir voir les mêmes élèves plusieurs fois au parcours d'une année scolaire. Et donc voilà, nous on va continuer à plaider pour élargir ces objectifs qui ont été établis avec l'accord de coopération, qui est une super première étape, mais ce n'est qu'une première étape. Et donc si on rebobine le fil, Caroline Désir, on a commencé comme ça, on peut le terminer comme ça. Maintenant, avec ce recul-là, c'était d'autant plus important, malgré toutes ces contestations, malgré les écoles brûlées, justement, d'ouvrir cette porte de généralisation de l'EVRAS. Bien sûr, mais je dirais que le combat continue. On a entendu comme c'est encore difficile aujourd'hui pour les centres de planning familial de faire respecter ces animations sur le terrain. Il ne faut pas sous-estimer la panique morale qui a été créée. Il ne faut pas sous-estimer non plus le nombre d'outils qui sont à disposition de ceux qui mènent ces campagnes anti-genre, parce qu'on a parlé de l'entrisme dans les rencontres, dans les débats. Moi, j'ai moi-même assisté avec certains acteurs des campagnes anti-EVRAS qui sont venus dans des rencontres parfois hyper privées qu'on faisait avec des parents. Il y a eu les incendies dans les écoles dont on n'a pas parlé, mais qui étaient hyper violents, 8 écoles incendiées. On a aussi des pédopsychiatres qui ont écrit à l'ensemble des universités catholiques, des services psychiatriques du pays, pour dénoncer l'intrusion psychique qui était faite à travers le guidage
d'Evras. Donc il mobilise beaucoup de moyens. Il y a les recours en justice dont on a parlé, qui ont heureusement été pour l'instant rejetés dans leur entièreté. Donc attention qu'il y a quand même beaucoup d'instruments à leur disposition et qu'on n'est pas au bout de nos peines. On le voit sur ce dossier Evras, mais sur d'autres. Et je rejoins l'idée que l'Evras, ça doit se faire tout au long de la vie et dans tous les milieux de vie, notamment des jeunes. On le voit par exemple quand on parle avec des animateurs de mouvements de jeunesse, comme c'est important qu'il y ait des animations Evras chez les louveteaux, chez les scouts, parce que ce sont aussi des moments de vie en collectivité qui sont potentiellement dangereux sur des questions comme le consentement, les relations sexuelles non consenties, etc. Donc il faut faire attention et je pense que ne pas vouloir voir que ces questions existent, c'est se mettre la tête dans le sable. Moi j'étais très choquée d'entendre une des pédopsychiatres en tête de ces mouvements anti-genre dire il y a des questions que les enfants se posent à laquelle il ne faut pas apporter de réponse. Je trouve ça très dangereux en réalité. Certainement, quand on sait à quel point, par exemple, le nombre d'enfants victimes d'inceste, etc., est important dans les classes, à quel point aujourd'hui les abus sexuels sont une réalité. Donc vraiment, le combat continue, j'ai envie de dire. Et ce sera le mot de la fin, puisque nous arrivons au bout de cette émission. Merci à vous trois pour votre participation et merci à vous de nous avoir suivis. On rappelle que l'étude sur les campagnes anti-genre de la Fédé laïque des centres de planning est disponible sur votre site. Le rapport sur ces campagnes anti-genre dirigé par David Paternotte est quant à lui disponible sur le site de l'Institut pour l'égalité femmes-hommes, mais aussi sur le site de l'ULB. Et enfin, toute l'actualité politique de Caroline Désir sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook et Twitter. Merci aussi à l'équipe de Présence et Action culturelle, Pierre, Marine, la compétente Angélie, le maître son Arnaud et puis la Royale Mako qui rendent ces émissions possibles. Les temps sont sombres, mais décrypter ensemble, rester lucide face à l'absurde et de manière conviviale est toujours le début de quelque chose de beau. Il me reste donc à vous souhaiter un excellent festival, vous inviter à échanger, à discuter, à écouter et puis aussi à profiter. Vive la solidarité, vive les solidarités et bon festival.